Et la séance continue, restez avec nous sur LCP, on va débriefer ensemble ces questions gouvernement. Avec vous, Fernand Tavares, depuis la salle des 4 colonnes, les premières réactions politiques, merci, et à tout à l'heure. Et puis c'est une tradition dans cette émission, un débat face à face entre deux députés. Aujourd'hui, la présidente de la commission de la défense à l'Assemblée nationale, Patricia Adam, elle était aux côtés de François Hollande tout à l'heure, sur l'affaire de l'espionnage américain. Elle sera face à Franck Riester, député Les Républicains de Seine-et-Marne. Vous pouvez leur poser des questions, ça se passe sur Twitter via le hashtag QAG pour questions au gouvernement. Bienvenue dans la séance continue. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est une petite bombe que vient de lâcher Wikileaks. Selon les documents du site publiés ce matin par Libération et Mediapart, 3 locataires de l'Élysée, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, ont été espionnés par la NSA, l'agence américaine des écoutes. La riposte française, pour le moment, convocation de l'ambassadrice américaine en France. L'espionnage américain, des pratiques inacceptables et anormales, a dit Manuel Valls. On l'écoute et on réagit juste après. Ces pratiques constituent donc une très grave violation de l'esprit de confiance qui doit nous animer. Les États-Unis doivent reconnaître non seulement le danger que de tels agissements font peser pour nos libertés, mais aussi tout faire et vite pour réparer les dégâts que cela occasionne dans les relations entre pays alliés et entre les États-Unis d'Amérique et la France. Si de fait, les révélations aujourd'hui ne constitue une véritable surprise pour personne. Ce qui ne veut pas dire, Monsieur Miard, qu'il faut succomber dans le cynisme sur ces questions-là. Cela n'atténue en rien l'émotion et la colère. Elles sont légitimes. La France ne tolérera aucun agissement mettant en cause sa sécurité et ses intérêts fondamentaux. Aujourd'hui, mesdames et messieurs les députés, nous portons ici, dans un esprit d'unité nationale, l'indignation de la France et des Français et une exigence de vérité et d'explication qui doit venir au plus vite. Voilà pour la réponse de Manuel Valls. François Hollande donc, a réuni les présidents de groupe de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que les présidents de commission. Patricia Adam, vous étiez donc en tant que présidente de la commission de la Défense. Qu'est-ce que vous a dit François Hollande ? Il nous a dit rien de très différent de ce qu'a pu dire cet après-midi devant l'hémicycle le Premier ministre. L'indignation, bien sûr, de la France, la grande sévérité avec laquelle nous traitons ces questions, parce que c'est une atteinte tout simplement à la souveraineté nationale. Et entre pays alliés, c'est absolument inadmissible. Je crois qu'il est important, comme l'a dit d'ailleurs à l'instant le Premier ministre, et comme l'a précisé tout à l'heure également le Président de la République, nous avions déjà ces informations. Ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une révélation. Ce n'est pas une révélation. On le sait depuis quand ? On le sait, c'est à partir du moment où Snowden, l'affaire Snowden, et que 2013, c'est-à-dire que certains éléments sont sortis. Le premier qui avait, souvenez-vous, c'était Angela Merkel qui avait été également écoutée. Donc à ce moment-là, nous le savions déjà. C'est une surprise pour vous, Franck Riester ? Vous êtes étonné ? Oui, moi j'ai été étonné de voir que le Premier ministre n'était pas étonné, parce que moi je le suis, et je trouve ça évidemment très choquant, scandaleux, et j'espère que le gouvernement, le président de la République et le Premier ministre seront très fermes avec les États-Unis, parce que c'est inacceptable. Alors la première riposte, c'est la convocation de l'ambassadrice américaine. C'est symbolique. C'est la moindre des choses. Ce qui est étonnant même, c'est que si on l'avait su avant, que les rencontres, et peut-être que ça a été fait d'ailleurs, on n'était pas trop courant. Mais, il y a des rencontres entre Obama et le président Hollande. Peut-être, tant mieux. Bon, dans ce cas-là, ça aurait été pas mal qu'on soit au courant, parce que c'est quand même un élément grave, et c'est toujours désagréable qu'on puisse, nous, Parlement, être au courant d'une affaire aussi grave que quand c'est Wikileaks qui met ça sur la place publique, alors que nous, parlementaires, nous n'avons jamais été mis au courant par l'exécutif. Il y a des parlementaires qui le savaient. Bon. Ceux membres de la délégation parlementaire au renseignement, et c'est leur rôle, c'est leur mission. Peut-être. Bon, en tout état de cause, il faudra une réponse très ferme. Et deuxièmement, c'est quand même aussi beaucoup de questions sur le contre-espionnage français. C'est-à-dire comment est-ce possible que dans notre pays, depuis, là c'est tout gouvernement confondu, depuis plusieurs années, les services secrets américains aient pu... ou quelques services secrets de quelques pays que ce soit, aient pu
espionner les communications de nos chefs d'État, enfin de nos présidents de la République. C'est quand même la base même de la sécurisation de nos souverainetés, de nos communications. Imaginons. On parle du fameux 3e étage de l'ambassade américaine aux États-Unis, qui est à 2 pas de l'Élysée, à 2 pas du ministère de l'Intérieur. On marche sur la tête. On marche sur la tête. Je vous le dis, mais je n'arrive pas à entendre que le gouvernement français n'ait pas pu, ou les services français n'aient pas identifié qu'au-dessus de l'ambassade américaine, il y ait des antennes d'espionnage de nos responsables politiques ou de nos services. Et donc, si on le savait, pourquoi on n'a pas eu de sécurisation de nos communications? Et j'avoue que c'est, à mon avis, on est au début d'un scandale assez important et d'une remise en cause en profondeur de nos services de sécurité. La sécurisation de nos systèmes d'information, téléphone, Internet ou tout type de communication est un défi majeur déjà depuis des années et ça va continuer dans l'avenir, est un défi majeur. La sécurisation des accès Internet, d'ailleurs, pour l'État, mais aussi pour nos compatriotes. Et donc, il va falloir vraiment mettre tous les moyens qui, manifestement, n'ont pas été mis en place depuis des années pour sécuriser nos systèmes de communication. Les moyens sont désormais mis en place, je le précise. Alors, c'est vrai qu'on a pris beaucoup de retard. Je vous rejoins complètement. Par contre, depuis la loi de programmation militaire que nous avons votée fin 2013, les moyens ont été votés et sont mis en place. Nous avons augmenté les moyens pour nos services de renseignement. Nous avons augmenté et constitué, d'ailleurs, qui avait été prévu dans la loi de programmation militaire précédente, c'est-à-dire celle sous le Premier ministre, président de la République, Sarkozy, la délégation parlementaire renseignement, mais aussi l'ANSSI, qui est une agence nationale qui a pour objet de justement traiter ces questions. Ceci s'est mis en place. Par contre, c'est vrai qu'on avait du retard. Maintenant, le processus est particulièrement accéléré. Renforcement des moyens humains, parce qu'ils sont essentiellement humains. Techniques, bien sûr, mais essentiellement humains. Je vous propose d'aller salle des 4 colonnes avec vous. Fernand Tavares, vous êtes aux côtés de la présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Alors vous étiez évidemment avec tous les présidents de groupe ce matin à l'Élysée. Est-ce que vous avez senti que la question de confiance ou que la confiance était de nouveau, j'allais dire, entamée avec les États-Unis, ou cette affaire, est-ce qu'elle est une affaire finalement dont on parle trop? Écoutez, en tout cas, il y a des doutes. En tout cas, il y a vraiment à se poser la question de comment on travaille avec notre allié américain pour justement que cette confiance ne puisse pas être remise en question. En même temps, cette question-là s'était déjà posée. Je vous rappelle qu'il y avait eu l'Allemagne qui avait été espionnée. On savait qu'elle avait été espionnée. Aujourd'hui, c'est la France. Ça demande peut-être une réponse au niveau européen. Je crois que l'Europe, qui est une alliée des États-Unis, doit montrer aux États-Unis qu'il y a des méthodes sur lesquelles on ne peut plus passer. Et c'est pourquoi nous avons demandé que ça puisse se régler à ce niveau-là et qu'en attendant, d'ailleurs, les négociations sur le fameux traité transatlantique qui est demandé par les États-Unis soient suspendues. Dans quel état d'esprit était le président de la République lorsqu'il a communiqué avec vous ? Mais moi, je ne l'ai pas vu. Nous sommes interchangeables, donc c'est l'un ou l'autre. Donc c'était François de Rugy qui est allé à l'Élysée. Mais en tout cas, de ce qu'il m'a dit, le président de la République était dans une volonté, en tout cas, de dénoncer à nouveau ces méthodes, puisqu'il l'avait déjà fait au moment de ce qui s'était passé avec Mme Merkel, et d'avoir au téléphone M. Obama au plus vite pour pouvoir discuter avec lui, pour vérifier, peut-il vraiment le faire, que ces méthodes, aujourd'hui, sont du passé. La présidente de la Commission des Affaires étrangères, Elisabeth Guigou, vient de dire, il y a un instant, aux 4 colonnes, qu'elle souhaiterait entendre avec sa commission l'ambassadrice des États-Unis en France, ici à l'Assemblée la semaine prochaine. Est-ce que ça vous paraît utile ? Ça me paraît légitime. L'ambassadrice aura certainement, je l'espère, des réponses à apporter aux légitimes questions des parlementaires. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À vous, Ahmed Tazir. Merci Fernand Tavares et merci à Barbara Pompili. Patricia Adam, Manuel Valls, lors des questions au gouvernement, a parlé de la sécurisation, donc des moyens de communication stratégiques. Vous, quand vous appelez François Hollande ou le ministre de la Défense, vous êtes proche du ministre Le Drian, est-ce que vous utilisez un téléphone crypté ? Oui. Oui ? Oui. Et c'est infaillible ? J'espère qu'il est crypté, et donc je le vérifie régulièrement. Donc, est-ce qu'on a donc toujours un téléphone crypté lorsqu'on est en responsabilité ? Il vaut mieux. C'est clair qu'il faut le faire. Et surtout Alors c'est vrai qu'en tant que président de la Commission de la Défense et puis membre de la délégation parlementaire renseignement, je dirais que je suis peut-être plus au
au fait de ces questions. Mais c'est des vérifications que je fais régulièrement, pareil dans mon bureau, de la même façon. Mais donc là, les 3 téléphones des locataires de l'Élysée, ils n'étaient pas cryptés À l'époque, visiblement non. À l'époque, visiblement non. Mais je crois que ce qu'il faut dire aussi, c'est que les technologies ont évolué constamment dans ce domaine et que constamment, il faut remettre en question les surveillances que nous avons, les actualiser, veiller. Et c'est pour ça qu'on a créé les dispositifs que je citais tout à l'heure, en particulier l'ANSSI, qui aujourd'hui est à même de pouvoir accompagner, aider, à la fois bien sûr le gouvernement et dans les plus hautes instances, mais aussi les entreprises. Je pense aux entreprises qui sont dans des domaines sensibles ou nos organismes de recherche. C'est exactement le même problème. Et donc ce renforcement, les atteintes aujourd'hui informatiques, on va les appeler ainsi, ou par le biais de téléphones, de smartphones ou autres, c'est constamment. Ce sont des milliers, des millions d'interventions, pas uniquement des États-Unis, bien évidemment, elles ne sont pas naïfs. Et les États-Unis, c'est un pays ami. Ça, voilà, je crois que ce qui est important, c'est que il faut que les choses soient très claires avec les États-Unis, mais on est au courant pour les États-Unis, qui est un allié, ou qui sont un allié. C'est peut-être pour ça que c'est plus grave. Non, c'est plus grave sur le principe. Non, moi, pardon. C'est plus grave sur le principe de les relations qu'on a avec les alliés, mais c'est moins grave en termes de sécurité nationale. Parce que quand ce sont des ennemis, ou en tout cas pas des alliés du niveau des États-Unis, on peut craindre une menace bien plus importante. Objectivement, la menace, ça peut être économique vis-à-vis des États-Unis. Les intérêts fondamentaux. La menace en termes de sécurité nationale des États-Unis, il n'y a quand même pas de risque. Par contre, votre collègue Daniel Fasquelle disait tout à l'heure, je comprends pourquoi Alstom a été racheté par General Electric maintenant. Avec ses écoutes. Je ne sais pas. Je sais pas. Mais il y a les intérêts fondamentaux qui sont économiques souvent. Oui, ils peuvent l'être. Mais bien sûr. Ils peuvent l'être. Mais bon, je ne mélangerai pas tout. Là, en l'occurrence, le risque, il peut être en termes de collection d'informations stratégiques par des puissances qui ne sont pas des puissances alliées. Et là, il y a vraiment un risque bien plus important, une menace qui n'est pas celle qu'on peut avoir avec les États-Unis. Reste que l'enjeu principal, donc, c'est la sécurisation de nos propres systèmes. Alors, comment on fait ? Comment on fait ? Il faut mettre, comme l'a dit Madame la Présidente tout à l'heure, mettre les moyens nécessaires et avoir une détermination politique sans faille. Et c'est ce que j'espère, ce gouvernement comme ceux qui lui succéderont auront. Donc, pendant ce temps-là, donc il y a eu les lanceurs d'alerte, donc Snowden, Assange. Julian Assange, il est toujours dans un 2 pièces à l'ambassade d'Équateur à Londres. Est-ce que nous, il faudrait pas que la France les aide en leur donnant l'asile politique? C'est un peu grâce à eux qu'on a ces informations. Écoutez, moi je... Ou alors c'est deux départ. Oui, vas-y, commence. C'est un débat qui a été posé, une question qui a été posée par... Oui, mais attendez, moi je crois qu'ils ont un rôle important. Snowden a mis au jour des informations essentielles dont on bénéficie aujourd'hui et qui permettent quand même de se rendre compte d'un certain nombre de choses dont on ne s'était pas rendu compte. Et donc, on ne peut que reconnaître qu'il a joué un rôle important. Et ça fera partie, je pense, des discussions que le gouvernement français devra avoir avec les États-Unis dans les cadres de la remise à niveau des relations normales, en mettant dans la balance la situation de Snowden notamment. Mais plus largement, moi je dirais qu'il faut que nous, Français, on soit très vigilants de notre côté. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on fasse aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse. Donc il faut, sans être naïf et dans le monde des bisounours, il faut être très déterminé à sécuriser nos systèmes, très déterminé à mettre en place des systèmes de surveillance, notamment dans la lutte contre le terrorisme, et en même temps mettre des barrières, des limites, qui sont des limites au niveau des libertés individuelles et des libertés publiques. Et c'est pour ça... Alors c'est vrai que tout ça tombe un peu en même temps et donc il y a le risque de faire des amalgames un peu parfois douteux. Mais c'est la raison, si on regarde le projet de loi qui est voté aujourd'hui, qu'à titre personnel, on est un certain nombre, et chez les Républicains... Vous allez voter pour ? Et je vais voter contre. Je vais voter contre parce que je suis déterminé à lutter contre le terrorisme et à se doter des moyens de la lutte contre le terrorisme. Je pense que dans ce texte, il y a un certain nombre de dispositions qui ne sont pas suffisamment une
apporter une garantie pour nos libertés individuelles et nos types publics. Je pense que l'absence du recours au juge judiciaire pour ces écoutes est un véritable problème et que d'autre part, l'ouverture des différentes finalités de ce renseignement, de ces écoutes, par exemple l'ouverture à autre chose que la lutte contre le terrorisme, peut risquer d'être une menace pour les libertés individuelles et les libertés publiques. C'est la raison pour laquelle je vote contre. Donc attention à être très déterminé sur la surveillance, très déterminé sur le contre-espionnage et en même temps déterminé aussi à préserver nos libertés individuelles et nos libertés publiques parce qu'on est dans une démocratie, on est dans un pays libre, il faut qu'on le reste. Patricia Adam, donc le projet de loi renseignement qui sera voté tout à l'heure à l'Assemblée. Et que je voterai. Que vous allez voter. C'est pas un Patriot Act à la française. Pas du tout, pas du tout. Ça fait 2 ans que nous travaillons sur ce texte. C'est pas un texte qui apparaît sans avoir été travaillé. Il est très longuement travaillé entre autres avec la délégation parlementaire, c'est-à-dire que je rappelle que cette délégation parlementaire est composée aussi bien du groupe effectivement majoritaire aujourd'hui, groupe socialiste, mais également ex-UMP ou républicain d'aujourd'hui. Et donc il est complètement paritaire. Et la délégation parlementaire au renseignement, qui connaît bien ces sujets, vote de manière unanime ce texte. Pourquoi ? Parce que nous l'avons travaillé, parce que nous le connaissons et parce que justement, nous avons depuis 2 ans veillé à ce que les libertés individuelles soient vraiment préservées. Et je ne peux pas laisser dire qu'il n'y a pas de possibilité de recours auprès d'un juge. Il y aura recours à la plus haute instance, qui est le Conseil d'État. C'est la plus haute instance de l'État. De la juridiction administrative. C'est administratif. Et, oui, le Conseil, on est dans l'administratif et pas le judiciaire. Attention. Et le Conseil d'État, s'il vérifie qu'effectivement il y a eu une atteinte aux libertés individuelles, il pourra saisir un procureur. Donc les libertés individuelles sont vraiment préservées, nous n'avons eu de cesse de le faire. Je voudrais quand même dire que cette loi, il était temps qu'elle vienne. Depuis 1991, nous n'avions pas eu de texte justement sur la question du renseignement. Mais qu'il y ait une loi sur le renseignement, oui. Que nous avons enfin un texte qui va préserver les libertés individuelles, tout en faisant en sorte de répondre aux questions qui sont celles du renseignement et de la nécessité du renseignement et de l'action de nos services et aussi de protéger nos services parce que c'est aussi un élément important. Donc nous avons été dans la mesure la plus équitable dans une république telle que la nôtre. Certes, ce n'est pas un dossier facile à traiter. On a mis 2 ans à y travailler, je rappelle, mais je crois qu'on est aujourd'hui arrivé à un très bon équilibre. Alors l'Assemblée nationale aujourd'hui donc a posé au gouvernement des questions sur des thèmes européens. La Grèce sera aujourd'hui au centre d'une nouvelle réunion décisive des ministres des Finances de la zone euro, qui espèrent conclure un accord évitant au pays un défaut de paiement fin juin. L'Europe a bien accueilli les propositions d'Alexis Tsipras. C'est maintenant dans son propre camp que le chef du gouvernement grec est contesté. La gauche de son parti, les communistes, estiment qu'il a trahi ses promesses. Il faut dire que c'est bien un nouveau plan d'austérité qui a été concédé par la Grèce. En contrepartie, l'Europe sera solidaire et engagera un plan d'investissement. C'est ce qu'a dit Michel Sapin. On l'écoute et on réagit juste après. Les Grecs doivent faire des efforts pour équilibrer leur budget. Et faire des efforts, nous en savons les uns et les autres quelque chose, même si c'est bien loin des efforts qui ont été demandés aux Grecs par le passé. Ça veut dire parfois diminuer un certain nombre de dépenses, parfois augmenter un certain nombre d'impôts. Mais nous devons aider la Grèce à compenser, votre terme est exact, ces efforts-là par de la solidarité qui vient soutenir l'investissement en Grèce. Le plan global auquel le président de la République française appelle chacun, c'est un plan qui parle budget, c'est un plan qui parle fiscalité, lutte contre la fraude fiscale, mais c'est un plan qui parle de l'investissement et du développement économique. Direction la salle des 4 colonnes avec vous, Fernand Tavares, vous êtes aux côtés de Nicolas Dupont-Aignan. Alors Nicolas Dupont-Aignan, est-ce que la Grèce peut s'en sortir et est-ce que l'Europe peut s'en sortir avec ou sans la Grèce ? On met la Grèce dans une situation impossible. Est-ce que l'on peut tuer celui qui vous doit de l'argent ? C'est ce qu'on fait depuis 4 ans. On épuise celui qui nous doit de l'argent. Et après, on dit « Oh, c'est curieux, il ne nous rembourse pas ». C'est absurde. Monsieur Sapin parle de la Grèce, faire des efforts. Mais il faut savoir que la France a 4% de déficit et que la Grèce est en excédent. Et on va demander à la Grèce encore plus d'excédent, c'est-à-dire des sacrifices impossibles à faire pour soi-disant nous rembourser. Donc moi, je dis que tout ça ne va pas marcher.
Je l'ai dit il y a 4 ans, je l'ai dit il y a 3 ans, il y a 2 ans, ici même dans l'Assemblée. La seule solution, c'est que la Grèce sorte de l'euro, en douceur, Giscard d'Estaing l'a proposé, pour que la Grèce ait une monnaie moins chère, puisse produire à nouveau et un jour nous rembourser une partie. Ça serait déjà un miracle. Sinon, on se retrouve, cher monsieur, dans 6 mois, ils n'auront pas pu rembourser et on reprêtera de l'argent à fonds perdu. Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan. À vous Ahmed Tazir. Merci Fernand Tavares et merci à votre invité. Donc sommet des chefs d'État européens donc demain à Bruxelles. Vous pensez qu'il va y avoir un accord ou pas d'accord? Il faut souhaiter qu'il y ait un accord. Vous pensez que la crise est terminée? Pardon, mais je ne peux pas ne pas réagir à ce que vient de dire Nicolas Dupont-Aignan. En gros, selon lui, il faut que la Grèce sorte de la zone euro pour qu'ils puissent nous rembourser. Mais c'est une vaste blague. Parce que s'ils sortent de la zone euro, ils vont avoir une monnaie qui va être complètement dévaluée et qui ne vaudra plus rien. Donc ils ne pourront absolument pas nous rembourser. Donc la seule façon de pouvoir être remboursé faut pas se mentir, sur le long terme, c'est qu'ils restent dans la zone euro, qu'ils mettent en place les réformes nécessaires qui doivent être mis en place sur les retraites, sur le système fiscal, sur un certain nombre d'éléments que partagent les membres de l'Union européenne et de la zone euro, et ensuite que l'on puisse être encore conciliant et accompagnateur des Grecs qui font partie de l'Union européenne, qui font partie de la zone euro et dont on souhaite qu'ils restent avec nous dans cette Union européenne, dans cette zone euro. J'ai l'impression que les Grecs sont en train de prendre conscience du danger pour eux de sortir de la zone euro et donc de prendre les dispositions qui s'imposent. Mais regardez, là, c'est encore une preuve exemplaire du fait que nous devons, quand nous sommes des responsables politiques et nous voulons aller au pouvoir, dire la vérité à nos compatriotes. Alexis Tsipras n'a pas dit la vérité à ses compatriotes. Il leur a fait croire qu'il allait pouvoir avoir sa petite baguette magique et régler leurs problèmes avec sa petite baguette magique. Ben non, la baguette magique, elle n'existe pas. Il n'y a que la réalité économique et financière des choses et que donc il doit prendre les dispositions qui s'imposent pour réformer le pays et pour ensuite pouvoir rembourser les partenaires financiers de la Grèce. Et donc s'il n'avait pas menti à ses compatriotes, il n'aurait pas la situation politique dans laquelle il commence à se retrouver, c'est-à-dire, comme vous l'avez rappelé, l'extrême gauche, la contestation qui arrive avec les risques sociaux très importants pour les Grecs. Patricia Adam, les Grecs disent qu'on ne veut pas payer cette dette. Est-ce qu'il ne faut pas, à un moment, lâcher l'affaire, comme on dit familièrement? Ça a été dit, mais je pense qu'il est bon de le rappeler. La vraie question, c'est pas la dette d'aujourd'hui, ça pourrait être la dette de demain. Parce que si la Grèce ne prend pas un certain nombre de dispositions, cette dette va faire qu'augmenter. Et il est plus que temps que la Grèce se réforme dans un certain nombre de domaines, la question de l'impôt par exemple, et que la réponse... Il y a un plan d'austérité sur la fiscalité, sur la TVA. Non, je ne parle pas de plan d'austérité. Quand l'Europe dit « nous sommes prêts à accompagner la Grèce pour relancer son économie », mais à condition aussi, parce que la réponse, elle doit être globale et durable, à condition bien sûr que les Grecs aussi payent pour tous, je dis bien pour tous, leurs impôts. Déjà, première règle. Les armateurs, l'Église, pour citer que ces deux-là, qui sont quand même parmi les plus grandes richesses de la Grèce. Bon, déjà, rétablir de la justice dans le paiement de l'impôt, de pouvoir prendre aussi un certain nombre de dispositions par rapport à certaines de leurs dépenses. À partir de ce moment-là, l'Europe, toute l'Europe, peut les accompagner. Et c'est ça, les discussions qui vont avoir lieu jusqu'à vendredi. Oui, l'Europe accompagnera la Grèce parce qu'il n'est pas question de parler d'austérité, parce que l'austérité, effectivement, ne permettra pas de développer une économie durable en Grèce, et c'est cela que nous voulons. Nous y avons tous intérêt. Oui, tout à fait. Un point, une remarque, quand même. Ça fait drôle en termes de souveraineté européenne, que ce soit le FMI, qu'on attende du FMI des subsides pour un des membres de l'Union européenne, un des membres de la zone euro. Je veux dire, on a ça fait pays en voie de développement. Pas exagérer, mais enfin pas loin. Je veux dire, il faut qu'on puisse avoir une Europe suffisamment forte pour que quand il y a un de ses membres qui a des difficultés, on puisse se suffire à nous-mêmes et pas avoir besoin du FMI pour aider les Grecs. Donc j'en tire un enseignement sur le long terme, c'est qu'il nous faut plus d'Europe, plus de convergence budgétaire, plus de convergence économique, plus de convergence fiscale et sociale pour que l'Europe soit fort, aussi fort que les États-Unis en termes de monnaie, en termes économiques, en termes aussi de souveraineté économique. Fédérale. Pas forcément fédérale, mais en tout cas qui est une convergence de nos économies, une convergence de nos budgets, une convergence de nos systèmes fiscaux et sociaux.
Plus d'Europe, Patricia Adam? Oui, plus d'Europe, et l'Europe a déjà été au rendez-vous de certains nombres de pays qui étaient en difficulté. Je pense au Portugal, je pense à l'Irlande, je pense à l'Espagne par exemple, et qui aujourd'hui ont une activité économique bien meilleure. Donc c'est possible pour la Grèce, et c'est ce que tout le monde souhaite. Patricia Adam, Franck Riester, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci. 19h30, vous retrouvez le journal de la rédaction avec Brigitte Boucher. 19h45, ça vous regarde avec Arnaud Ardouin, qui reviendra avec ses invités sur l'espionnage américain, la NSA qui espionne ses 3 locataires de l'Élysée. D'ici là, bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.